Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Eliezer. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu le plaisir de t'écouter et tu as choisi un sujet au cœur de l'actualité puisqu'on entend malheureusement tous les jours, ça fait les titres des journaux, des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Ce soir, tu ne vas pas nous parler de toute la bande de Gaza, mais tu vas nous parler de Gaza et 3700 ans d'histoire. Et d'ailleurs, c'est dans le Pérec de Bereshit. Déjà dans Bereshit, on nous parle de la ville à l'époque de Noach, juste après Noach. On nous parle de limites, justement. On nous parle de territoire, on nous parle de frontières. Vaïkvu la Kenani, Mitzidon, Boacha, Garara, Ad, Aza. Donc jusqu'à Aza, c'était une frontière, mais 3700 d'histoire juive. On va parler d'histoire juive à Aza. Bechavod Eliezer pour Midreshet Yehuda Manito. Bechavod. D'ailleurs, effectivement, si on prend pour point de repère le triangle essentiel où habitaient les patriarches, Abraham, Yitzhak, dans une moindre mesure Yaakov, eh bien c'est un triangle qui va de Hebron à Beersheba et à Grar. C'est-à-dire c'est dans le Negev. L'essentiel de leur vie, ils n'ont pas passé ni à Shrem, ni à Bethel. De leur vie, je parle de leur vie Eretz Israël, Eretz Knan. Mais ils l'ont passé dans ce triangle. Ce triangle, Hebron, Beersheba, Grar. Maintenant, OK, quel rapport avec Gaza? Eh bien, le fait est que si on regarde la carte, eh bien, il y a plusieurs hypothèses quant à où se trouve la ville de Grar. Une des hypothèses, c'est qu'elle se trouve El Gamma. Je vais vous le montrer sur la carte d'abord. Voilà, vous voyez ici, là, sur la gauche, c'est Nuseirat, El Bourej, c'est Gaza, c'est la bande de Gaza. Là, vous avez Kissoufine, et là, vous avez Somet On Re'im. n'a pas Eliezer. Là, vous avez la ligne grise, c'est la frontière avec Gaza, Kissoufine, le passage de Kissoufine. Et là, le point, voilà, nous sommes ici, à côté du carrefour Re'im, à peine à quelques kilomètres de la bande de Gaza, eh bien, se trouve Tel Gamma, une colline qui s'appelle Tel Gamma, qui, d'après certains archéologues, certains historiens, eh bien, c'est Grar à Mikraït, c'est Grar le Tanachit, c'est là où Abraham et Yitzhak ont rencontré Avimelech, c'est là où ils ont eu des problèmes avec, quand on a essayé de leur prendre leur femme, c'est là où ils ont essayé de dire, ils ont dit à Sarah et à Rivka de se présenter comme sœur, etc. Quoi qu'il en soit, voyez Be'eri, eh bien, tout cela, où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve à côté, Nachal Grar, il passe par là, à quelques kilomètres à peine de Gaza. Je vais vous montrer une autre photo de la regarde, de ce tel Gamma. On peut s'y rendre d'ailleurs. Est-ce que vous voyez? C'est de cela que ça a l'air en été. Bon, en hiver, naturellement, c'est beaucoup plus verdoyant. Enfin, peu importe si véritablement on se réfère à, à tel Gamma comme Grar, ancienne Grar, et qui se trouve, comme on l'a dit, à quelques kilomètres de Gaza, eh bien, on peut dire facilement, sachant que, naturellement, ce n'est pas seulement dans cette ville qu'ils ont résidé, mais ils ont fait paître leurs troupeaux aux alentours, etc., etc., eh bien, et puis ils se trouvaient sur la voie entre l'Égypte et la terre de Canaan, eh bien, naturellement, c'est une voie via Maris qui passe par la mer, eh bien, ça se trouvait aux environs de Gaza actuel. Eh bien, si l'on est ainsi, eh bien, effectivement, Abraham Avinu, il vient à Grar, il a l'histoire avec Avimelech, environ un an avant la naissance de Yitzhak.
c'est-à-dire à l'âge de 99 ans environ, eh bien, ça fait plus ou moins 3700 ans qu'ont commencé nos relations intimes avec Gaza. Je vais essayer de faire un bref historique pour arriver à des détails qui devraient plus que nous intéresser, parce que en prenant un pas de recul, on pourrait très facilement dire, mais écoutez, mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Gaza? Depuis près de 15 ans, eh bien, c'est un nid de fanatiques, terroristes, assassins, et même si notre départ de là-bas nous coûte des milliers de roquettes, de fusées dont on nous bombarde tous les 2 ou 3 ans, eh bien, y retourner, il faut être un fou, il faut être absolument manquant de tout bon sens pour essayer d'y revenir. Eh bien, je voudrais faire, pour toute personne qui pense ainsi, faire un bref rappel historique pour rafraîchir la mémoire et pour nous rappeler que notre histoire avec Gaza, c'est une histoire où très longtemps nous avons été présents, un peu moins nous avons prospéré, mais il y a des époques où nous avons prospéré à Gaza et encore moins nous avons exercé le pouvoir. Mais là aussi, il y a quelques siècles même, où nous avons exercé le pouvoir à Gaza. Johan l'a dit, on rencontre Gaza dans le Tanakh avant même l'apparition des Bnei Israël à la fin de la Parashat Noach, lorsque la Torah nous présente les frontières et qui réside dans Eretz Knan. Ensuite, on les rencontre encore une fois à plusieurs reprises. On voit avec les Avot. Ensuite, lorsqu'on sort d'Égypte, le Kadosh Baruch Hu ne nous mène pas derech Plishtim par la voie philistine la plus courte le long de la mer, de peur qu'on ne rebrousse chemin en étant pris d'effroi par la guerre, etc., etc. Rashi parle des Plishtim, de leur origine, lorsqu'encore une fois, à la fin de la Parashat Noach, il est écrit Mi Patrousim, on parle des Patrousim et des Kaslochim, ou Misham Yatsu Plishtim, c'est-à-dire que de là-bas, des Patrousim, de peuplades, Patrousim et Kaslochim, de là-bas sont sortis les Philistins, et Rashi de commenter cela, de dire, ben, écoutez, ils échangeaient leurs femmes, c'est-à-dire un peuple de Mamzerim, un peuple de bâtards. Pourquoi? Parce que tous les autres engendrements, ils sont donnés de manière précise. Deux sont sortis. Jamais la Torah n'emploie le langage et de là-bas ils sont sortis. Qu'est-ce que c'est de là-bas? Pourquoi ne pas dire précisément de ce peuple est sorti ce peuple? Non, ils sont sortis de là, des Patrousim et des Kaslouchi qui échangeaient leurs femmes, c'est-à-dire les mœurs n'étaient pas des meilleures. Et puis ensuite, on parle des Plishtim qui sont venus de Kaftor. Kaftor, c'est visiblement l'île de Crète. Là aussi, il y a plusieurs commentaires, mais l'essentiel dit qu'ils sont venus de Crète. Ils sont venus 3 fois. Ils sont venus avant le peuple d'Israël. Ils sont venus une seconde fois avant Yoshua et ils sont venus une troisième fois à l'époque des Shoftim, à l'époque des juges, et chaque fois ils s'appelaient Plishtim, bien qu'ils venaient
de sources et d'endroits différents, mais tous ces 3 endroits, eh bien, ils venaient de l'Occident. Ils venaient de l'Occident, c'est-à-dire là, il faut dire qu'eux, ils viennent de l'Occident. Nous, on entre de l'Orient, Yoshua. On entre par Jéricho, par Shrem, par Eval, par Grizim. On s'établit sur la crête de la montagne, on s'établit en hauteur. Ceux qui se trouvent dans ce qu'on appelle de Gaza à Gush Dan actuel, le long de la côte, eh bien, ce sont les Plishtim. Et c'est eux qui vont nous importuner, surtout lorsqu'on approche de la royauté. C'est eux qui vont nous importuner pendant l'époque des juges avec Shimshon, avec Samson, qui va emporter la porte d'entrée de Gaza, qui va ensuite ensevelir 3000 Philistins en faisant s'écrouler le temple sur lui et en périssant Tamot Nafshi in Plustim. Mais ils vont nous importuner encore plus à l'époque de Élie, lorsqu'il tout simplement ils prennent, ils volent le Aaron HaKodesh, que les 2 fils de Élie à Cohen, qui se trouvent à Shiloh, ces 2 fils, Pinchas et Hophni, eh bien, ils prennent avec eux en guerre contre les Philistins. Tout cela pour dire ô combien ils étaient maîtres de la terre à l'époque. Ensuite, ils attaquent les armées de Shaoul, ils défont et ils battent les armées de Shaoul au Har Gilboa, c'est-à-dire au nord du pays, c'est-à-dire leur puissance et leur pouvoir s'étend pratiquement sur la majeure partie de Canaan, de Eretz Israël, et c'est seulement avec David Amelech qu'on obtient gain de cause et qu'il y a victoire sur victoire qui est obtenue par les armées des Bnei Israël, les armées d'Israël sur les Philistins qui se retranchent dans leur ville. D'ailleurs, il faut savoir que les Philistins, ce n'est pas seulement Gaza, mais c'est une fédération de rois autour de 5 villes, Gath, Gaza, Ashkelon, Ekron, Tsiklag, etc. Voilà. Si on s'adresse à nos sages pour essayer de présenter les Philistins et Gaza dans ce sens, dans une optique pas seulement historique, mais historiosophique, le sens de l'histoire, eh bien nos sages écrivent que les Plishtim, qui ne font pas partie des 7 peuples de la terre de Canaan, les Plishtim n'en font pas partie, ce sont des intrus, comme leur nom l'indique, Plishtim, Polesh, faire intrusion. Mais eux, ils ont une fonction. Quelle est leur fonction? Ils ne s'opposent pas à la venue des Bnei Israël en terre d'Israël. Ils ne sont pas des Amalékites qui cherchent à nous anéantir. Mais ils s'opposent à une chose essentielle, qui est la royauté d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils se réveillent particulièrement à l'approche de la royauté et durant les premiers rois, à savoir Shaoul et David Amelech. Et ensuite, on en entend parler beaucoup moins. Mais cela dit, ce n'est pas l'objet de notre conférence et de notre rencontre d'aujourd'hui. Tout simplement, je pense il est très important de le dire parce que cette fonction, dans un certain sens, eh bien, elle continue à être remplie par quelques peuplades que ce soit qui se donnent ou qui portent le nom de Philistins ou de Palestiniens.
opposition à la souveraineté juive en Eretz Israël. Maintenant, je reprends l'historique. Et je ne vais pas faire que de l'histoire, n'ayez pas peur. Il y aura aussi beaucoup d'anecdotes d'ordre archéologique, de grande actualité pour tout ce qui se passe aujourd'hui et pour toute notre histoire. Les premiers à véritablement exercer le pouvoir dans les temps post-bibliques, mishnaïques et talmudiques sur Gaza, ce sont Jonathan et Shimon, les frères de Yehuda Maccabi. Les frères Maccabim qui, déjà au IIe siècle, s'établissent et établissent pas seulement la présence juive, mais le pouvoir, la souveraineté juive à Gaza. Le pouvoir des Chasmonéens. Je rappelle, Jonathan et ensuite Shimon Shimon à Hashmonaï. On est chassé par les Romains, par Pompée, qui entre en Eretz Israël sur notre invitation, entre autres, dans les années 60 d'avant l'ère vulgaire. Et à cette époque, en 61, nous sommes expulsés. On pourrait dire par le procurateur Gabinius, nous sommes expulsés, on pourrait dire pour la première fois. Ça ne va pas être la première expulsion et vont suivre également beaucoup de retours. Je voudrais vous montrer quelque chose. Non, pas cela, mais regarde, ou bien non, autre chose. Regarde, voilà. C'est ce que je veux vous montrer. Dites-moi si vous le voyez. Une image. Voilà. Est-ce que vous voyez cela, cette image de Menorah sur le fronton d'une colonne? Vous le voyez? Regarde. Voilà, vous le voyez maintenant? Regardez. Vous voyez ici sur la droite une menorah. Vous savez où est-ce que cette menorah a été photographiée? Dans la grande mosquée de Gaza, la mosquée centrale de Gaza City. Avec à côté, on ne le voit pas ici, mais il y a une signature où il est écrit Hanania ben Yaakov. Ça se trouvait sur une des colonnes de la mosquée de Gaza. Maintenant, naturellement, ce ne sont pas les musulmans qui, après la conquête d'Eretz Israël en 634-35 de l'ère vulgaire, qui ont fait la gravure de la menorah sur les colonnes de leur mosquée. Mais tout simplement, ils ont pris des colonnes existantes déjà de synagogues datant de l'époque romaine qui étaient autour de Gaza. Qui se trouvaient autour de Gaza. Jusqu'à nos jours, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais je sais que jusqu'au début du XXIe siècle, le quartier ou la colline la plus élevée à Gaza, qui dominait toute la ville, elle avait un nom arabe.
Quel était ce nom? Chart El Yahoud, le quartier juif. Chart El Yahoud. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se trouvait et que résidait de siècle en siècle, retournant là-bas, étant expulsés de là-bas, la communauté juive. D'après la tradition, il y avait là-bas même la maison de Dalila, ou de Dlila en hébreu. La maison de Dlila, l'amante de Shimshon. Et c'est là-bas que, d'après la tradition, il y avait la voûte d'entrée. Les portes se trouvaient à l'époque de Samson, les portes de la ville que Samson a emportées sur ses épaules avec lui. Donc, chose intéressante, ce n'est pas seulement dans la mosquée centrale, jusqu'aux années 80, qu'on trouve des traces juives. Mais même dans les noms des quartiers de Gaza, du centre de Gaza, du quartier qui domine toute la ville, eh bien, les Arabes l'appelaient, ou peut-être l'appellent encore, Chart El Yahoud, en mémoire du quartier juif qui se trouvait là-bas. Il y a une histoire au sujet de ce quartier, de Chart El Yahoud. On va le voir. Là, je saute un peu dans le temps, mais il y avait là-bas dans les 15e, 16e, 17e siècle, une église orthodoxe grecque qui a été construite. Et dans cette église, il y avait aussi des petites colonnes avec des inscriptions juives. Et je vais vous montrer cette inscription. Regarde. Où est-ce que... regarde. Je vais le faire comme ça. Il y avait une inscription qui disait la chose suivante. Voilà. Vous pouvez voir. Est-ce que vous voyez cela? Amalach Hagoeloti. Là, sur la gauche, ce que je vous montre. Bien, bon, c'est une inscription. Pourquoi est-ce que se trouve sur le cimetière juif de Rishon LeZion? Ça, on va le voir. On va essayer de le comprendre, mais ça, c'est une chose d'un ordre plus anecdotique. Le fait est que c'était une colonne assez modeste qui entourait, qui faisait partie de la grille qui entourait le Aron HaKodesh. Le Aron HaKodesh, et où il était inscrit la chose suivante. Amalach Hagoel Oti Mikol Ra. Oui, la phrase de Bereshit qu'on répète à nos enfants après le Shema Israël. Amalach Hagoel Oti Mikol Ra, mais la suite, elle est différente du pasuk de Bereshit. Amalach Hagoel Oti Mikol Ra, Yizakeni, La'alot li Yerushalayim. Va me donner droit de monter, de faire mon aliyah, de faire mon pèlerinage à Jérusalem. Maintenant, si vous voulez voir cette colonne, eh bien, elle se trouve sur le cimetière juif de Rishon LeZion. Pourquoi? Parce que le juif qui s'appelle Hirschfeld, qui l'a découvert, eh bien, il l'a acheté des moines grecs orthodoxes, moyennant une certaine somme, ou plutôt une somme certaine, et puis pour transférer cette
cette colonne dans le kibbutz où il habitait, au kibbutz Ruchama, ou Moshav plutôt, Ruchama dans le sud, dans le Negev. Enfin bon, ça s'est mal passé, peu importe, il a péri en route et sa famille l'a établi sur sa tombe à Rishon LeZion. Et c'est ainsi qu'on voit, pour résumer, cette colonne qui, elle aussi, a été trouvée sur la place, dans une église, mais qui a été construite sur la place d'une synagogue, une synagogue qui se trouvait là-bas. Et naturellement, on sait que chaque fois, les mosquées, les églises se construisent les uns sur les autres, c'est-à-dire chaque fois qu'arrive un conquérant, eh bien, il montre son pouvoir en détruisant les centres religieux des autres peuples ou religions et sur leurs ruines les siens, et bien là, sur les ruines d'une synagogue qui existait là naturellement avant, et puis naturellement, comme tout le monde le faisait, enfin tout le monde, les musulmans et les chrétiens, et bien ils utilisaient les colonnes qui faisaient partie de cette synagogue pour construire leur église. Et c'est ainsi qu'on a trouvé là-bas, entre autres, cette colonne avec cette signature. Maintenant, encore un témoignage de la présence juive à Gaza. Mais maintenant, si on revient un peu, encore un peu en arrière, eh bien, on trouve autre chose. On trouve autre chose. Et quelque chose de l'époque romaine. Regardez cette fresque. Cette fresque, elle, on peut le dire dans certains sites sérieux, on la présente comme un témoignage du sens de l'humour des Juifs. Pourquoi est-ce que les Juifs ont le sens de l'humour? Eh bien, parce que cette fresque, où est-ce qu'elle a été découverte? Elle a été découverte par les Égyptiens avant la guerre des 6 jours, quelques années avant la guerre des 6 jours, et ensuite, naturellement, elle a été sauvée par les Juifs qui sont revenus à Gaza et était présentée à Netzarim. Et ensuite, après maintes péripéties, elle a déménagé dans 2 musées. Aujourd'hui, elle se trouve en Israël, dans le centre du Bon Samaritain, sur la route de la mer Morte, et puis dans le musée de Gush Katif, près de Ashkelon. J'ai oublié le nom. Mais le fait est que Gaza, c'était un port très important. C'est à Gaza, dans le port de Gaza, que Titus Imarchmo a atterri avec son armée pour faire tomber Jérusalem et détruire le temple. C'est de là-bas qu'il a pris en otage et l'a vendu en esclavage des milliers et des milliers de Juifs. Et ensuite, c'est aussi là-bas que le premier empereur chrétien, Constantin, en 324, qu'il est venu en Eretz Israël, qu'il a voulu établir là-bas une église, comme il le faisait dans toutes les terres sous souveraineté et sous domination romaine. Mais là-bas, on s'est opposé, la population s'est opposée, les Juifs se sont opposés. Alors il a dit, ah, si c'est comme ça, eh bien, je vais établir là-bas une ville, Gaza-sur-Mer. Gaza-sur-Mer, c'est comme ça que ça s'appelle en français, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle en latin, peu importe, Gaza-sur-Mer, qui va être une ville Judenrein. Vous ne vouliez pas là-bas de mon église, eh bien, c'est moi qui ne veux plus de vous. Une dizaine d'années plus tard, les Juifs, qu'est-ce qu'ils établissent là-bas? L'une des synagogues les plus grandes de toute Eretz Israël. Dans cette synagogue, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce pséphas, on trouve cette mosaïque. Cette mosaïque fantastique qui a
ensuite, après Oslo, des mains de Arafat, à l'époque se trouvait à 2 pas de sa résidence, et il disait non, 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 les Juifs, on ne peut pas les laisser entrer, c'est trop près de Arafat. Donc, en contravention des accords conclus, les Juifs ne pouvaient pas venir voir, on ne pouvait pas venir voir cette fresque, cette mosaïque. Alors on dit, ah, si c'est comme ça, on la prend, on l'a pris, on l'a amené chez nous, on peut la voir aujourd'hui, mais chose très intéressante, qu'est-ce qui est écrit sur cette fresque? Eh bien, ce qui est écrit, c'est que nous, c'est écrit en grec, nous, Menachem et Yoshua, fils de Yishai, Zichrono Libracha, commerçant en bois, en signe d'admiration à ce lieu saint, faisons don de cette mosaïque. C'est-à-dire, où est le sens de l'humour? Le sens de l'humour, c'est que pour écrire ensuite, le sens de l'humour, ce n'est pas seulement d'établir l'une des plus grandes synagogues d'Eretz Israël à l'endroit que Constantin voulait transformer en Judenrein, mais c'est aussi d'écrire la date sans se référer au dernier empereur, à savoir à Constantin, comme il était de coutume. Chaque fois, la date, elle était inscrite d'après, à commencer par la dynastie qui règne. Mais là, les Juifs, ils ont indiqué la date à partir de Gabinius. Gabinius, c'est-à-dire ce qui était le premier ou l'un des premiers procurateurs romains, à partir de 61 avant l'ère vulgaire, a régné sur Eretz Israël. Donc, encore un témoignage de la présence juive, de la prospérité juive, de la richesse juive pour se permettre, croyez-moi, une telle mosaïque et une telle synagogue. Ce n'est pas une petite communauté qui pouvait se le permettre. Et voilà, on est là à l'époque byzantine et ensuite à l'époque musulmane avec une présence juive quand même assez conséquente, tant au niveau communautaire, au niveau démographique, au niveau économique, au niveau du commerce. Et puis on va le voir ensuite même au niveau de Torah. De Torah, le Talmud Yerushalmi nous parle d'une personne, d'un Amora, qui s'appelle le Rav Yitzhak ben Nachman, qui est Dayan ou cela, à Gaza. De quelle époque est-ce qu'il s'agit? 3e, 4e siècle. Encore une fois, les Amoraïm, Yerushalmi, Talmud à Yerushalmi. Donc on voit une présence juive qui est là à tous les niveaux. À tous les niveaux. Zéo, on continue. On continue. Naturellement, lorsque les croisés arrivent, eh bien, ils conquièrent aussi la ville de Gaza. Alors, les Juifs de Gaza vont se réfugier à Ashkelon. Les Juifs, de même qu'une partie des Juifs de Jérusalem, mais avec Salah al-Din et ensuite donc avec les Fatimides, avec les Ayyubides, peu importe, avec les musulmans, ensuite avec la reconquête musulmane au XIIe siècle, et ensuite au XIIe siècle, on revient avec les musulmans à Gaza. Et à l'époque mameluque, c'est-à-dire déjà 13e, 14e, 15e siècle, qui est connue comme une époque des plus dévastatrices, des plus pauvres pour le Yishuv juif, de Eretz Israël, eh bien c'est Dafka à Gaza, où on se porte assez bien. Il y a là-bas un port qui dessert tout le sud du pays. Gaza peut se vanter d'une communauté juive qui est plus grande que Jérusalem. Et lorsqu'on voit les témoignages des voyageurs juifs qui arrivent là-bas au milieu et en fin du 15e siècle, eh bien, des juifs et non-juifs, là, je vais vous dire un témoignage
d'un voyageur qui arrive là-bas en fin du XIVe siècle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je lis d'abord en hébreu et puis je traduis. C'est une terre où il y a beaucoup de vignobles. Alors, les Juifs, ils produisent du vin, ils produisent du verre aussi. C'est du vin très très bon. Lorsque c'est un voyageur italien qui nous parle du vin de Gaza et qui dit que sa qualité est très bonne, ou bien on peut lui faire confiance, etc. Ensuite, il y a une rue où habitent les Juifs. Et on peut identifier les Juifs à l'aide d'un bandeau jaune qu'ils portent sur leur tête. Ensuite, à la fin du XVe siècle, c'est le Rabbi Meshulam de Volterra en Italie, qui arrive à Gaza et qui dit la chose suivante. À Gaza, il y a environ 50 familles juives, des artisans, des notables. Ils ont une très belle synagogue, petite synagogue, des vignobles, des champs, des maisons, et ils ont déjà commencé à produire du nouveau vin. Et ils m'ont fait l'honneur et surtout Rabbi Moshe ben Rabbi Yehuda Sfaradi, qui sont venus de Sfarad, Rabbi Meir Sfarad Tzoref, Yehudim Yoshvim, on a bu le Shabbat 7 ou 8 verres de vin et on était très joyeux. Voilà, donc ça, on peut continuer. Ensuite arrive là-bas le Rav Ovadia de Barthénour, le fameux commentateur de la Mishnah. On parle du quartier juif, qui est le quartier le plus élevé de Gaza, qui est appelé par les Arabes déjà à l'époque Hart el Yahoud, etc., etc. Maintenant, il y a des Sheelot ou Tshuvot que les Juifs de Gaza échangent avec les Juifs, avec les rabbins du Caire, avec le Rabbi David Ben Zimra. Ils lui posent des questions au sujet des Trumot et des Maasrot. Dans quelle mesure est-ce que Gaza, on doit prélever la dîme? C'est-à-dire, on voit que c'est un centre où il n'y a pas des milliers de Juifs, mais il y a des centaines de Juifs avec une vie communautaire, avec une vie rabbinique qui existe. Ensuite, vous connaissez tous, j'imagine, la chanson Yaribon Haolam Ve'almaya. Eh bien, cette chanson, bon, c'est une chose qui est suffisamment connue au sujet de Gaza. Eh bien, on la doit au Rabbi Israël de Najjar. Rabbi Israël de Najjar, qui est le grand rabbin de Gaza, le grand rabbin de la ville de Gaza au XVIIe siècle. Et ensuite, c'est son fils qui va lui succéder. Donc, on voit qu'il y a aussi là-bas une présence, pas seulement de Torah, mais on peut dire une présence liturgique, une présence qui nous laisse en héritage des chants sabbatiques qui enrichit notre Zmiron de Shabbat. Maintenant, lorsqu'on revient un peu en arrière, 15e siècle, 1492, expulsion des Juifs d'Espagne, des familles entières arrivent à Gaza. Une de ces familles, c'est la famille de Castille, avec ses 7 fils, ses 7 enfants, et qui s'établissent là-bas. Maintenant, chose intéressante, mais 500 ans plus tard, un de leurs descendants, colonel Castel, colonel, est-ce qu'il s'appelle colonel, peu importe, colonel Castel de l'armée israélienne,
dans les années 70 du XXe siècle, eh bien, il va être le gouverneur de Gaza dans l'administration, dans le cadre de l'administration militaire. Eh bien, ça va être un des descendants de cette famille de Juifs d'Espagne qui sont venus s'établir fin 15e siècle à Gaza. Jusque-là, ça va? Vous tenez le coup? L'histoire juive de Gaza n'est pas toujours très réjouissante parce que c'est là-bas que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, un certain Nathan de Gaza déclare Shabtai Tzvi en tant que Messie. Dans la synagogue de Gaza, la synagogue centrale de Gaza, il rassemble les Juifs, lui-même étant un mystique, guérisseur, un personnage assez problématique, qui, dans ses visions messianiques, voit dans Shabtai Tzvi le Messie et tant attendu par le peuple juif. Et c'est là-bas que Shabtai Tzvi est déclaré Messie, en 1660, à Shavuot. Shavuot, 1660. Bon, naturellement, cela fait suite au pogrom atroce de Khmelnytsky, etc., etc. Le peuple juif est en attente du salut. Et après la nomination de Shabtai Tzvi, naturellement, les communautés juives se réveillent. La communauté de Gaza est boycottée. Il y a la communauté de Jérusalem, lui, Machrima Ota, lui, comme on dit, applique un kherem, ostracisme ou un boycott, je ne sais pas exactement comment traduire, l'anathème, on la pose l'anathème sur cette communauté. Il y a un déclin. Il y a un déclin de la communauté, mais encore une fois, c'est un déclin très relatif parce qu'à peine quelques dizaines d'années plus tard, déjà au cours du XVIIIe siècle, eh bien, on retrouve une communauté juive relativement florissante, avec la famille Castel et d'autres familles. Et c'est une prospérité qui dure jusqu'à quand? Jusqu'à la conquête napoléonienne. Jusqu'en 1799, eh bien, Baruch Hashem, la communauté a le temps de prendre la suite parce que le massacre commis par les forces, par les troupes napoléoniennes contre les forces ottomanes, qui d'ailleurs, après avoir tenu le coup pendant, je crois, environ 3 mois, eh bien, elles se rendent, 4000 personnes, 4000 soldats se rendent, eh bien, ils se font tout simplement fusiller sur la plage, massacrés par les forces napoléoniennes en masse, c'est-à-dire 4000 soldats faits prisonniers qui sont fusillés, massacrés. La communauté juive a fui la ville avant l'invasion napoléonienne. Elle s'est réfugiée à Ashkelon, elle s'est réfugiée à Hebron. D'ailleurs, les portes de la grande synagogue de Gaza, les Juifs l'emportent. Et où est-ce qu'ils installent ces portes? Dans la synagogue Avraham Avinu à Hebron. Donc, le témoignage ou la relique de la synagogue centrale de Gaza se retrouve dans la synagogue centrale de Hebron et il va y rester jusqu'en 1929, jusqu'au pogrom, qui vont achever, couper court la présence juive à Hebron, mais surtout à Gaza. Depuis 1929,
et jusqu'à Gush Katif, il n'y a pas eu de communauté juive à Gaza. Mais là, j'ai un peu anticipé. Maintenant, essayons de revenir un peu en arrière. Après Napoléon, on arrive à l'époque de la première Aliyah. Vous buvez du thé? Vous voulez du thé? On veut, on veut. On veut? Yofi. Alors, vous connaissez le grand industriel, le grand producteur du thé israélien, juif, Klonimus Wysotsky, vous le connaissez? Oui, bien Eh sûr. bien, ce monsieur Wysotsky se rend, il fait partie, c'est un des grands financiers de Chibat Zion, c'est un des grands financiers de tous les débuts du sionisme, pas dans la même mesure que le baron de Rothschild, mais quand même des centaines, il investit des centaines de milliers de roubles ici, et il arrive en tant que représentant de Chibat Zion en Eretz Israël en 1885. Et il voit que nos agriculteurs ont de la peine, que ça traîne, ça ne marche pas dans les moshavot, ça ne marche pas. Alors, il a une idée, il dit, mais vous savez, les Juifs, nous sommes avant tout des citadins, nous sommes des commerçants, nous sommes des banquiers, nous sommes des financiers, nous sommes des marchands, nous sommes Alors, il lance une idée, une nouvelle idée. Nous allons nous établir des communautés, renouveler des communautés juives dans les villes arabes, qu'on pourrait appeler Harim Meoravot, des villes mixtes. Quelles sont les 3 premières villes où les communautés juives s'établissent? Je vous... Akko. Non, Yafo. non. À Yafo, on y est déjà établi. Jérusalem. Non? On y est déjà depuis longtemps. Haïfa. Non? Lod. Lod, il a fait. Une des 3 villes, c'est Lod. Il a fait Meod. Deuxième ville, on parle de 1885, Raverim, Raverot. Akko. Non, pas Akko. Gaza. Gaza, Bediuk. Deuxième ville, c'est Gaza. Troisième ville, c'est Shrem. Il y a déjà une communauté juive à Shrem, mais elle est petite et fin 19e siècle, des Juifs viennent s'établir, des nouveaux Olim Chadashim viennent s'établir encore plus, surtout à Gaza, un peu moins à Lod et à Shrem, mais surtout à Gaza. Maintenant, et puis ça commence à fleurir. À fleurir. Le plus grand des noyaux s'établit à Gaza, plus de 30 familles, avec même là-bas une branche de la banque anglo-palestinienne. Anglo-Palestine Bank, c'est ainsi que ça s'appelle. C'est une banque qui est établie encore avant la Première Guerre mondiale. Comprenez? Vit là-bas une personne qui est venue s'établir, une famille El Kayam, Rabbi Nissim El Kayam, qui est venu du Maroc et qui est l'un des rares juifs de Gaza à être de citoyenneté ottomane. Donc il siège, il est représentant des juifs de Gaza. Il est respecté de tous. Vient le voir, il vient voir Eliezer ben Yehuda à Jérusalem. Et il dit, mais qu'est-ce que tu te dis? Et il lui dit, mais tu n'as pas honte de t'appeler celui qui fait renaître la langue, l'hébreu? Mais nous, à Gaza, c'est la langue qu'on parle, on parle hébreu. Qu'est-ce que tu dis, faire renaître, etc. Nous, chez nous, on parle hébreu. Entre nous, dans notre communauté, etc., etc.
Alors, Eliezer Ben Yehuda, il est convaincu, mais il lui dit, écoute, il faut quand même faire cultiver cette langue, alors établissez chez vous une école juive, une école où vous allez enseigner, vous allez apprendre, vous allez apprendre, les enfants vont apprendre hébreu. Comment va s'appeler cette école? Cette école va s'appeler Shimshon. Samson, regardez cette école. Voilà les enfants qui étudient dans cette école. Fin 19e, début 20e siècle. Les enfants, et vous voyez ici, Beit Sefer Shimshon, Azati, Aza. Intéressant. Témoignage fin 19e, début 20e siècle de la vie juive à Gaza. Maintenant, d'autres sionistes viennent le voir et lui disent, écoute, aide-nous à établir une localité juive, un yishuv juif dans le Negev. Il dit, pas de problème, ça s'appelle Ruchama. Le yishuv Ruchama, c'est là-bas qu'en 29, lorsque les Juifs vont être évacués, d'ailleurs sauvés par certains Arabes de Gaza, sauvés des émeutiers et des pogromchiks, d'autres pogromchiks de Gaza, incités par le Moufti de Jérusalem en 1929, eh bien, ça va être des membres de familles nobles de Gaza qui vont prendre la défense des Juifs et qui vont les amener à la station, d'abord dans l'hôtel et ensuite à la station de train, et ensuite ils vont partir à Ashkelon et à Yafo. Mais cela dit, jusqu'en 1914, il y a une communauté juive à Gaza qui prospère, qui prospère à tous les niveaux. Plus que cela, elle investit pour financer d'autres yeshuvim. Intéressant. Maintenant, après, il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter à ce sujet, mais après la Première Guerre mondiale, on revient encore une fois à Gaza avec un juif qui s'appelle Eliezer Margolin, à ne pas confondre avec le commandant des brigades juives, qui s'appelait aussi Eliezer Margolin, qui était avec Jabotinsky. Non, ça c'est un autre Eliezer Margolin qui lui dit, écoute, viens exploiter le moulin allemand qui ne marche pas à Gaza. Il vient, il s'établit en 1919, il répare le moulin et il devient le chef de la communauté juive qui petit à petit renaît à Gaza en 1919 et qui va tenir le coup et qui va se développer jusqu'au pogrom Praot Tarpat de 1929. Donc, ça c'est pour la ville de Gaza. Maintenant, si on vient parler d'une époque un peu plus tard, eh bien, le lendemain de Yom Kippour de 1947, l'une des 11 Nekudot Banegev, Banegev dans le nord du Negev, établie par Ben Gurion pour s'emparer d'autres parties du territoire, eh bien, une de ces Nekudot, eh bien, c'est Kfar Darom. Kfar Darom, elle aussi, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la bande de Gaza, elle va tomber, Kfar Darom va tomber sous les balles égyptiennes, elle va être évacuée pendant la guerre d'indépendance. Et ensuite, quand est-ce qu'on va y revenir? On va y revenir en 1956. On va y revenir pendant la guerre de Suez, qu'on mène ensemble avec la France et l'Angleterre contre l'Égypte. Eh bien, pendant quelques mois, on va être à Gaza. Et chose tenue en secret, je viens de l'apprendre lorsque je préparais ce cours, c'est une chose qui n'est publiée pratiquement partout, mais déjà à l'époque, on a pris le temps d'établir pas seulement une présence militaire,
mais une présence agricole. Il y a eu un yishuv qui a été fondé, un yishuv juif qui a été fondé en 1956, 56, Raverim, à Gaza. Ça a été censuré par la censure militaire. Pourquoi? Parce que sous pression des superpuissances, on a dû nous retirer très vite, quelques mois après, de Gaza. C'est pour ça que ça a été tenu en secret. Mais tout cela pour revenir en 67 et pour nous rétablir avec les près de 20 yishuvim de Gush Katif, etc., toute cette histoire fantastique, comment nous avons été accueillis, comment est-ce que nous avons fait refleurir cette terre, comment est-ce que les Muhtarim de Khan Younes ont accueilli les premiers juifs qui sont venus s'établir à Netzer Khazani en 76. Ils sont venus, il faut savoir ce que les Arabes de Gaza ont dit aux premiers juifs revenus à Gush Katif. 76, sur des terres absolument désertes. Ils sont venus les voir avec du pain et du sel, signe d'hospitalité. Et puis ils leur ont dit, vous savez quoi? Cette terre n'a donné de fruits à personne, sauf au fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elle vous attend. Nous, elle ne nous a rien donné. Elle vous attend. Effectivement, Gush Katif est devenu un paradis sur terre à tous les niveaux. La suite est connue. La suite est connue. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis toutes ces choses? Je n'ai pas montré toutes les images. Il y a énormément de choses qu'on peut montrer, qu'on peut dire. D'ailleurs, pour dire, je me suis servi, chose très importante, je me suis servi pour cette conférence de plusieurs sources. Il y a, celui qui a écrit l'histoire juive de Gaza, eh bien, il s'appelle Chagai Huberman. Je l'ai déjà mentionné. Bon, ça, c'est un petit livre qui parle de ce sujet. D'ailleurs, un petit livre que j'ai reçu de la Keila de Netzarim, qui se trouve aujourd'hui en partie à Ariel, Keila Yekara, du Yishuv de Netzarim. D'autres choses ont été et ont paru dans différents autres sites, etc. Ça, c'est une chose qu'il est important de dire. Mais cela dit, je pense que cette perspective, elle est très importante, tant au niveau historique qu'au niveau historiosophique. Si on se contente du niveau historique, et si on est fidèle à notre histoire, ou si même on est fidèle à l'histoire en tant qu'historien, eh bien, on voit que après chaque expulsion, après chaque départ, les Juifs sont revenus à Gaza. Et pour faire revivre Gaza, eh bien, il faut une présence juive. Et pour cultiver, etc., pour faire revivre la terre de Gaza, et pour aussi faire donner vie aux habitants, s'il en est, plus ou moins normaux, arabes de cette zone, eh bien, il faut qu'il se soit sous souveraineté juive. Et si notre histoire, eh bien, elle se répète de manière linéaire ou de manière cyclique, eh bien, je ne sais pas quand, mais je crois une foi profonde, très très profonde, que peut-être bien de manière plus proche qu'on pourrait le croire, eh bien qu'on va revenir. On va revenir à Gaza, bon gré, mal gré, peu importe. Histoire personnelle, on nous a mobilisés après l'expulsion de Gaza et on était dans des énormes, comment dire, D9 blindés le long de la frontière. On était à l'intérieur de Gaza. Et puis avec mon ami qui était beaucoup de ces bulldozers, ces énormes bulldozers,
On était le dernier bulldozer, c'était Elul 2005. Après, encore une fois, après l'expulsion de Gaza. Alors, j'étais aux commandes et lui, il était le commandant, il était comment dire, avec le Marshir Kesher. Alors, il a dit à tous les autres, écoutez, nous sommes le dernier D9 à quitter Gaza et Bezrat Hashem, le premier à y retourner. Alors bon, tous les autres soldats, c'était applaudissements, Ken, etc. C'était très sympa. Bon, naturellement, nous n'étions pas le premier à retourner. Mais c'est une parole qui continue à sonner à résonner dans ma tête que eh bien, ce retour, il ne va pas tarder. Et il ne va pas tarder. Bien entendu, il faut une prise de conscience, il faut une compréhension que ça fait partie d'Eretz Israël. Et je pense que cette chose, que la compréhension de notre lien intime qui dure depuis 3000 ans avec Gaza, eh bien, c'est une conscience qui est indispensable pour qu'on comprenne que Gaza aux mains du Hamas, eh bien, ce n'est qu'un épisode de l'histoire. Un épisode qui va passer, qui va être, Bezrat Hashem, effacé. Et dans un certain sens, en revenant au sens historiosophique maintenant, des Philistins ou des Palestiniens, eh bien, effectivement, il nous rappelle, ça a été bien écrit dans un article dans Olam Katan, il nous rappelle quelle est la guerre qu'on doit mener. Il disait, à Gaza, nous menons la guerre de Jérusalem. Effectivement, c'est nous qui devrions le dire. Ce n'est pas que Gaza est au cœur de Jérusalem, Jérusalem est au cœur de Gaza, mais c'est nous qui devrions le dire. Celui qui l'a dit, c'est Khani, Imachement. Mais c'est nous qui devrions le dire. Effectivement, Gaza et Jérusalem, c'est le même combat pour la sainteté et pour la souveraineté juive en Eretz Israël. Maintenant, j'en viens à vos questions. Si Dieu veut bientôt, Amen. Merci à vous, toujours très commenté. Mais à quel prix? Il a fait Nahon, à quel prix? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais le prix est fonction de notre compréhension pourquoi on est là-bas. Si naturellement le Hamas sent qu'on est là, qu'on arrive pour repartir, c'est une chose. S'il sent qu'on arrive pour rester, c'est une toute autre chose. Vous comprenez, et à plus forte raison, à notre niveau. Sans parler du prix constant qu'on paye en vie humaine et en peur, véritablement, regardez, plus de la moitié du pays ne peut plus prendre la douche. Je m'excuse de le dire. Pourquoi? Parce que si tout d'un coup, la sirène sonne pendant que je suis dans la douche, pendant que nous sommes bien lotis, nous sommes à Jérusalem, nous sommes au Gush Etzion, mais parlez à vos amis, même pas dans Otef Aza, même pas à Beersheva, Ashkelon, Ashdod, non, à Petah Tikva, à Tel Aviv, pendant qu'on les bombarde la nuit. Les gens ne sont plus maîtres de leur temps. Toutes les personnes qui ne peuvent pas, toutes les personnes qui se sont blessées juste en courant dans le mamad, toute cette peur dans laquelle, cette torpeur dans laquelle se trouvent des centaines de milliers de personnes, est-ce que ce n'est pas un prix incommensurable à payer? Avant, les Arabes acceptaient, semble-t-il, la présence juive, mais aujourd'hui, ça paraît difficile naturellement parce que les Arabes sont le reflet de notre sens, de notre bon droit, du bien fondé de notre cause. Lorsque nous-mêmes nous partons du Gaza, alors, si vous dites que ce n'est pas à vous, alors si nous disons que le mont du Temple n'est pas à nous, alors eux aussi, ils effacent de tout leur guide touristique ce qui figurait jusqu'il y a peu que le mont du Temple, eh bien c'est là-bas qu'était établi le premier temple de Salomon, et le deuxième temple, etc., qui a été bâti par les Juifs. Naturellement, si nous renonçons à notre histoire, alors eux, à plus forte raison, mais c'est nous, avant tout, qui devons être conscients, peu importe maintenant quelle est la réalité stratégique. La première chose à comprendre est à qui est-ce que cela appartient? Quelle était notre place
notre rôle, nos communautés, nos sages, nos chachamim, nos juifs qui étaient présents à Gaza durant 2000, 3000, 3700 ans. Ça, il faut le savoir. Nous ne sommes pas étrangers à cette terre. Nous ne sommes pas étrangers à cette terre. C'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Qui disait que c'est facile? Merci beaucoup. Toda Rabba, merci beaucoup Eliezer. C'était passionnant du début jusqu'à la fin, aussi bien sur le Tochen, sur le fond, la forme. Un grand, grand merci. Il y a beaucoup de commentaires. On va maintenant ouvrir les micros. Il nous reste quand même quelques minutes. Donc, vous pouvez interroger Eliezer si vous avez des questions, chers amis. Oui, Judith, allez-y. Je voulais juste signaler qu'en 1967, avec le DEJ de Paris, nous avons fait un voyage. Nous étions logés à Ashkelon et l'armée nous a aidés. Nous sommes rentrés dans Gaza et j'avoue que nous, jeunes Français, on n'était quand même pas très rassurés. Mais on est rentrés à Gaza, on a visité Gaza. Voilà. Merci pour le témoignage, Judith. Des questions, je vois Daniel voilà, Benaïm. Vous savez qu'en 67, on était venu tout de suite après la guerre des 6 jours et on s'est promené partout, à Hebron, à Shrem, à Gaza, mais en toute tranquillité et on nous cirait les chaussures et on nous vendait tout ce qu'on voulait. On prenait les bus arabes pour aller d'un endroit à l'autre. Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand on est arrivé à Jérusalem, au Chouk, il y avait un cireur de chaussures qui cirait des chaussures à un parachutiste. Le parachutiste a voulu, après, lui a donné de l'argent et l'arabe ne voulait pas recevoir l'argent, ne voulait pas. Et le parachutiste a insisté pour lui donner l'argent. Mon mari, Zichrono Livracha, il a dit, on a perdu la guerre. Le parachutiste, il n'avait pas compris que dans la mentalité des Arabes, on était les vainqueurs et il n'avait pas à payer. Merci Daniel. Wow. On a perdu la guerre. Oui, Daniel Abel, vas-y. Wow, Daniel, merci. Merci Daniel. Eliezer. Oui, Daniel, on t'écoute. Ken, Daniel, comment allez-vous? Ça va, et toi? Dis-moi, je voulais te demander, tu as dit que le quartier juif de Gaza s'appelait Harat el-Yahoud. Harat el-Yahoud. Harat el-Yahoud. Comment? Oui. Alors ça me rappelle en Tunisie, à Tunis même, à Tunis, le quartier juif s'appelait la Hara. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quartier, non? Quartier. Alors justement, le problème, c'est que l'histoire veut dire que le Sidi Mahrouz, quand les Juifs venaient seulement à Tunis pour faire du commerce, alors ils venaient, ils sortaient, ils n'avaient pas le droit de rester la nuit à Tunis. Et puis tout d'un coup, ils ont dit d'accord, peut-être que certaines personnes peuvent rester ici quand ils viennent. Et ils ont dit alors comment on va faire? Alors ils ont dit ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Sidi Mahrouz, il est monté au minaret et il a jeté une pièce et il a dit là où la pièce va tomber, on va donner ce quartier aux Arabes, aux Juifs. Aux Juifs. Et c'est comme ça ils l'ont appelé la Hara. Pourquoi ils ont appelé Hara? Parce que Hara, c'est une poignée. On dit Adam, une douzaine d'œufs, quelque chose comme ça. Alors, parce qu'ils avaient seulement permis à un certain nombre de Juifs d'habiter là-bas. Mais c'est intéressant que ce soit Harat el-Yahoud. Au Maroc, c'est le Mellah. Oui. C'est le zéro. Chaque endroit, c'est un nom. Excusez-moi.
Vous pouvez répéter la hara, quelle est la signification? La hara, à Oui. l'époque, ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire une poignée. Une quoi? Une Un poignée. Une poignée, Ah, une poignée, Maurice. oui, madame. Quelques-unes. Poignée de pièces, poignée de. Ouais, poignée de... Une poignée, ce qu'on met dans la main, quelque chose qu'on peut mettre dans la main. Quelques-uns, une petite douzaine. Merci, Daniel. Je crois que Nelly, tu voulais poser une question? Oui, je ne voulais pas poser une question, mais je voulais dire que c'était tellement important ce qui a été dit ce soir, que c'est vraiment, vraiment important de publier ça. Je ne sais pas si On va le publier très rapidement. Place aux questions. Pas seulement, je pensais à Eliezer de le publier en tant qu'article ou en tant que plus documenté comme un petit livre ou une brochure, en particulier en hébreu, que ce soit quelque chose, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait, au moment de Gush Katif, les gens, c'était un paradis sur terre, mais ce n'était pas quelque chose qui était connu, accepté par la nation. Donc, si on veut pouvoir revenir, c'est vraiment quelque chose de fondamental de commencer à faire changer la façon dont les gens appréhendent cette bande de terre. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous, on se sente légitime déjà. Voilà, c'est ça, mais pour ça, il faut cette légitimité qu'on ne... Personnellement, c'est une découverte pour moi. Je peux poser une question? Oui, les questions. On va publier. Eliezer, il y a déjà un livre en hébreu. Pas de toi, mais bon. Peut-être tu feras quelque chose en français, on verra. Des questions, les amis? Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir comment se fait-il que, comment vous expliquez, Eliezer, que ce lien ancestral entre les Juifs et cette région de Gaza soit tellement ignoré et été occulté complètement. Voilà, moi aussi, je ne le savais pas, alors que je connais. Voilà ma question. Oui, on a toujours tendance à réécrire notre histoire en fonction de ce qui nous est confortable, ce qui est admis, ce qui est bien vu. Aujourd'hui, l'histoire, c'est quelque chose de pas toujours très objectif. Et effectivement, il faut, vous savez, je vais encore dire une petite histoire. Début du siècle. Je peux dire quelque chose? Une correspondance. Oui. Vas-y, Eliezer, après. Une correspondance qui est échangée entre un juif qui veut faire son alia et un juif qui est déjà en Eretz Israël. Et alors, le premier de dire, moi, je pense m'établir dans un moshav, dans un kibbutz. Et puis, celui qui est en Eretz Israël, de lui dire, encore une fois, fin 19e, début 20e siècle, mais tu es fou, mais va t'établir dans des communautés juives qui sont bien établies. Établis-toi à Hebron, encore mieux, viens t'établir à Gaza. Vous comprenez, c'est ainsi que la vie juive était perçue à l'époque, il y a à peine 120 ans. Où sont les grandes communautés? Hebron, Gaza, etc. Oui, d'ailleurs. Aussi le fait qu'on ne puisse pas visiter aussi aujourd'hui, alors ça on peut pas amener les gens aussi, c'est aussi peut-être une des raisons qui fait qu'on oublie. Oui, mais là, vous savez, il y a le musée, tout d'abord, il y a le musée de Gush Katif. Un très joli musée qui se trouve à Nitzan. Nitzan. Il y a il y a énormément de traces. J'en ai parlé, le cimetière de Rishon LeZion juif en témoigne, etc. Il y a des livres qui ont paru à ce sujet, pas suffisamment. Ça c'est un problème israélien. Nous vivons au jour le jour, nous voulons les choses tachles, sarchav, al tsaper l'historia. C'est un problème. C'est un problème du sionisme laïque à l'origine, c'est de commencer l'histoire à partir de Tachar, maximum à partir de la Shoah, tout au plus à partir de la première Aliyah. Tout ce qui se passait avant, ça ne m'intéresse pas. Zebaya, naturellement, il faut comprendre que si on veut rester, on veut faire pousser notre racine, il faut reconnaître que nos racines d'ici, comme elles sont profondes. Nicole, tu voulais intervenir. Ouvre ton micro. Non? Ok, alors Ariane, ouvrez votre micro. Pas ouvert. Voilà. Allez-y.
malgré tout, moi j'ai entendu par le Rav Dinovitch que Gaza appartient, ça fait partie de la terre de Yehuda et qu'on n'aura pas tout Israël tant qu'on n'aura pas récupéré cette portion de terre. Bêtard, pas shoot que ça fait partie d'Eretz Israël. Non, mais ça fait partie de la terre, du territoire de Yehuda, de la Malroute. Ken, oui. C'est important de le dire. On ne peut pas abandonner Gaza. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ce... Quelles sont les... Quelles sont les raisons données par le gouvernement de l'époque Sharon pour évacuer les Juifs de Gaza? Bon, bien que, vous savez, je vais être honnête, il n'a pas donné de raison. Il avait un tel appui de la presse, de l'élite israélienne qu'il n'avait pas besoin de donner de raison. Est-ce qu'il conserve les sites juifs et les lieux anciens ou bien il les efface? Il les efface. Il y a une histoire, un professeur qui jusqu'aux années 80, il avait l'habitude d'amener les soldats dans la mosquée centrale de Gaza pour leur montrer ce que je vous montrais, le fronton de colonne avec la menorah et la signature, etc., jusqu'à ce qu'il arrive. Un jour, il voit ça a été effacé. Ça a été effacé, pourquoi? Parce que les Arabes ne veulent pas maintenir des signes de pérennité, de présence, de mémoire juive, naturellement. Donc non, il ne conserve pas, etc. Je serais d'ailleurs, je sais Vous entendez bien? Non, ça marche pas.